Bonjour à tous et bienvenue sur Déclic Numérique, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo je vais répondre aux questions que vous m'avez posées via le formulaire que je vous avais soumis. C'est parti. Juste avant de commencer, je voulais vous remercier de m'avoir posé ces questions, ça me permet d'un petit peu échanger avec vous. Cette vidéo risque d'être un tout petit peu longue, donc je mettrai simplement dans la description de la vidéo les timecodes pour les différentes questions que vous pourriez trouver intéressantes. Ça vous évite éventuellement de devoir tout regarder, vous pouvez directement aller au sujet qui vous intéresse. Et on passe directement à la première question. Première question de Pierre-Yves. Bonjour Steve, pourrais-tu faire une vidéo sur comment photographier les oiseaux en vol, paramètres du boîtier, etc. Merci. Alors c'est une vidéo que je pense faire déjà depuis un petit bout de temps. Le truc c'est que je suis pas tout à fait équipé pour faire de la photo animalière. J'ai bien un 100-400 mais c'est un petit peu limite quand même pour faire de la photo d'oiseaux en vol. Je pense normalement avoir du matériel en prêt dans quelques temps qui devrait me permettre de le faire. Et si tel est le cas comme prévu, je le ferai. Maintenant, forcément, je peux donner 2-3 petites astuces de ce côté-là. Le plus important au niveau de la photographie d'oiseaux, c'est forcément de pouvoir figer le sujet. Et généralement, le mieux, c'est d'avoir une vitesse qui va être aux alentours d'un 500e, voire même un millième de seconde. Et de régler le reste en fonction. On est la plupart du temps à pleine ouverture. Et on va à ce moment-là régler la sensibilité ISO, simplement pour avoir une exposition correcte. Après, tout dépend de l'endroit où on est. Est-ce qu'on photographie les oiseaux au-dessus de soi, donc c'est-à-dire avec le ciel en arrière-plan? Est-ce qu'on les photographie devant un paysage qui passe, etc. Ça va un petit peu changer forcément. Donc vraiment pour moi, le principal, c'est la durée d'exposition. Ici, on va travailler entre 5 centièmes, 1 millième, voire même un 2 millième de seconde pour être sûr et certain de pouvoir figer le mouvement des ailes, principalement pour les petits oiseaux parce qu'ils ont tendance à battre des ailes beaucoup plus vite. On passe à la deuxième question, la question de Raphaël. Bonsoir, je suis autodidacte, j'ai appris seul grâce aux tutos vidéo que je possède un Canon 7D, un 200D, un zoom, j'ai un 100 mm macro, un 18-300, un 50 mm f1.8, un Canon 15-85. Voici ma question, je shoot tous les week-ends et découvre plusieurs styles de photos, photos de rue, paysages, urbex, etc. Que me conseillez-vous? Car je souhaite investir un peu en matériel, soit investir dans un zoom plus qualitatif en 2.8, par exemple avec un Canon 90D, ou changer de marque comme un Olympus EM5 marque quelque chose, sachant qu'il faudra changer mes objectifs, la marque Olympus. Ma focale de prédilection est le 15-85 que j'ai depuis peu et je pense acheter aussi un 70-200 f2.8. Merci pour votre aide. Alors Raphaël, là c'est une question vraiment très difficile. C'est très difficile de conseiller à quelqu'un s'il faut acheter du matériel ou pas, ou voire même changer de marque. De manière générale, ma question serait pourquoi changer de marque? Le truc c'est que généralement, la grosse différence qu'on va trouver d'une marque à l'autre, à part quelques petits détails, c'est principalement l'ergonomie. Donc dans le cas où le Canon te convient, et d'autant plus que tu es déjà équipé en Canon, je pense que changer de marque n'est pas forcément intéressant. Après, ça dépend éventuellement parfois de certains types de fonctionnalités que l'on veut avoir. Mais globalement, la plupart des appareils à l'heure actuelle font globalement tous la même chose. Ce qui va changer vraiment de mon point de vue, c'est le côté ergonomie, prise en main, fonctionnalité annexe éventuellement, mais dans ce cas-ci, je pense pas que ce soit vraiment un problème. D'autant plus qu'ici, là, tu as vraiment déjà un parc optique qui est assez conséquent. Tu dis toi-même que tu as déjà un 15-85 qui te plaît beaucoup. Donc c'est vrai que je pense que d'avoir un 70-200 f2.8 qui viendrait coupler ça, ça pourrait être intéressant. Ça viendrait étendre tes possibilités au niveau de la prise de vue. Et dans ce cas-là, si tu as déjà un Canon 7D et un 200D de mémoire, prendre un 90D reste assez cohérent. C'est-à-dire que le 90D est à l'heure actuelle le haut de gamme au niveau APC chez Canon en réflexe. Alors maintenant, le truc, c'est de voir si vraiment tu en as besoin. Pour ma part, je suis pas tout à fait sûr que passer d'un 7D à un 90D, ce sera vraiment la nuit et le jour. Alors le 7D est plus tout à fait jeune, ça c'est sûr et certain, mais le 90D n'aura à mon sens plus de remplacement. Donc est-ce que ce serait pas plus intéressant éventuellement d'envisager quelque chose pour l'avenir, c'est-à-dire de peut-être prendre le 70-200 f2.8 parce que ça de toute façon c'est une valeur sûre, ce sont des objectifs qui en plus de ça ont une grande valeur en seconde main, donc ça peut toujours être intéressant d'aller pouvoir les revendre après. Ça laisse aussi la possibilité de pas forcément prendre du Canon, ça peut prendre du Sigma, du Tamron qui font d'excellents objectifs dans ce genre-là et donc d'éviter de tuer son budget. Mais côté appareil, changer, passer au 90D c'est intéressant, mais ça va pas non plus faire un gap, ça va pas forcément être quelque chose qui va apporter quelque chose en plus. Là où l'objectif va lui permettre d'étendre tes possibilités parce que tu as une focale plus longue, etc. L'appareil en lui-même, finalement, il va pas améliorer la qualité de tes photos en soi. Tu auras peut-être un meilleur autofocus ou des choses du genre, parce que c'est vrai que le 7D est quand même assez vieux maintenant. Mais à part ça, je pense pas que ce soit vraiment quelque chose qui va vraiment faire la grosse différence.
Donc personnellement, autant le 70-200 f2.8, c'est de toute façon une valeur sûre, il n'y a pas de problème, si ça correspond au type de photo que tu veux faire, je pense qu'il n'y a pas de souci. Changer le boîtier, peut-être qu'il faudrait mieux réfléchir en long terme et de voir dans quelle mesure, il ne vaudrait pas mieux attendre un petit peu et pouvoir peut-être un jour te dire que tu vas passer au mirrorless parce qu'il n'y a rien à faire. Ça de toute façon, Canon est en train d'abandonner progressivement toute sa gamme réflexe, il va quasiment plus rien rester. Ils ont déjà commencé à arrêter la production de certains objectifs de leur gamme L, donc ça veut dire que clairement le réflexe est en fin de vie, même chez eux. Il reste encore quelques années, bien évidemment, on ne sait pas demain que ce sera terminé, mais ça voudrait peut-être être intéressant de réfléchir à plus long terme. Après, changer de marque, ça, je ne peux pas vraiment te conseiller de ce côté-là. Il faut vraiment que tu prennes les boîtiers en main. Si maintenant tu prends de l'Olympus, par exemple, en main, et que tu en es hyper satisfait par ce de l'Olympus, ça, c'est vraiment quelque chose que je ne peux te conseiller que si tu as vraiment déjà testé et si tu as vraiment un retour d'expérience personnelle en main. C'est pas moi qui pourrais dire, malheureusement, si de l'Olympus va te convenir à toi ou pas. On passe à la question numéro 3. La question numéro 3 de Sans Miroir. Pouvez-vous diffuser votre prochaine vidéo question-réponse sur Twitch avec la Ligue des photographes? Alors ma réponse sera tout simplement non, pour deux raisons. Simplement, la première, c'est que je n'ai plus vraiment le temps de faire des lives pour l'instant. Ça reviendra peut-être un jour, je l'espère. Et d'ailleurs, j'ai quitté le collectif de la Ligue des photographes tout simplement parce que je n'ai plus le temps du tout de faire des lives. Et en plus de ça, c'est pas tout à fait ce que je voulais faire moi à la base. Voilà, si vous connaissez pas la Ligue des photographes, je vous invite à aller voir ce qu'ils font sur Twitch, c'est vraiment très sympa aussi. C'est juste que moi, ça ne correspond pas à mes objectifs personnels et du coup, j'ai préféré simplement m'en retirer. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo pour aller voir si jamais vous ne connaissez pas. Alors, question suivante, toujours de Sans Miroir. Avez-vous testé des objectifs 5 AF avec votre Sony A7R III? Alors, oui et non. C'est-à-dire que j'ai eu des objectifs 5 AF en main très rapidement. Déjà pas sur Sony Alpha 7R III, puisque j'ai un Sony Alpha 7 III. Bon, ça change pas grand-chose. C'est la même génération d'appareils. J'ai rapidement testé, voilà, sans plus. Ce sont des bons objectifs, mais qui sont pas transcendants et qui sont pas mauvais non plus. C'est un bon rapport qualité-prix, mais je les trouve pas particulièrement intéressants. Personnellement, j'ai fait le choix depuis le départ de rester sur du purement natif, c'est-à-dire de rester majoritairement sur des objectifs Sony, tout simplement parce que je sais aussi que derrière ça, ils ont une meilleure valeur à la revente et que le jour où je veux changer, je peux tout simplement les revendre beaucoup plus facilement que des objectifs Samyang. Question numéro 5 de Michel Rousseau. Bonjour Steve, ma question au sujet de la mise au point sur un Sony A7 III. Pour de la photo de sport, la course à pied, j'ai pour habitude les réglages suivants. Donc priorité vitesse, mode de mise au point AFC, zone de mise au point spot flexible M, prise de vue en rafale. Je fais la mise au point sur le coureur, à l'arrêt et au départ, ou dès qu'il disparaît de mon champ de vision. Ou dès qu'il apparaît dans mon champ de vision, s'il est en mouvement. Pourriez-vous me dire si je n'aurais pas intérêt à régler la zone de mise au point sur verrouillage AF? Donc je vais un petit peu résumer la question. Globalement, c'est vaut-il mieux utiliser le système de collimateur classique ou plutôt de travailler avec le système de mise au point de verrouillage AF? Alors globalement, je pense ici que la méthode utilisée est la bonne, sachant que la méthode de verrouillage AF fonctionne. Ça permet en fait simplement d'avoir un objet dans le champ et de dire qu'on va se verrouiller dessus et l'appareil va essayer de garder la mise au point dessus. Ceci dit, ce système de mise au point, même dans la documentation Sony, est indiqué comme étant vraiment adapté pour des sujets qui se déplacent lentement et de manière assez régulière. Donc pour moi, ça ne va pas fonctionner pour quelqu'un qui court parce que la vitesse de déplacement est trop importante, l'appareil va avoir du mal à suivre. C'est vraiment pas pour ça que c'est fait. Donc je pense que le mode utilisé est le meilleur, c'est-à-dire le mode AFC, une mise au point avec un collimateur ou éventuellement une zone large. Ça, je pense que c'est ce qui fonctionne le mieux. Si maintenant les coureurs viennent de face, ça peut être intéressant aussi de jouer avec la mise au point sur l'œil, puisque ça fonctionne aussi très bien. Mais voilà, en tout cas, le verrouillage AF, moi je le conseillerais pas dans cette circonstance-là, tout simplement parce que le sujet se déplace trop vite. Alors, question numéro 6 de Yannick Carpentier. Par rapport à l'évolution de tes photos, qu'est-ce qui a le plus contribué à ta progression, à part la pratique régulière, et à l'opposé, qu'est-ce qui a éventuellement pu freiner ces progrès? C'est une question que je trouve assez difficile à répondre, mais je vais y répondre de manière assez contradictoire, c'est-à-dire que je vais me contredire dans ma propre réponse. Pour moi, ce qui m'a le plus apporté en photographie, c'est le fait de pouvoir échanger avec d'autres photographes. Tout simplement parce que ça m'a permis de m'ouvrir les yeux, c'est-à-dire de voir des choses que les autres faisaient, des idées de photos que je n'avais pas forcément eu l'idée de faire moi-même. J'ai pu comme ça voir ce que d'autres avaient expérimenté pour me dire ce que je pouvais faire, aussi de voir comment on pourrait le faire, échanger d'un point de vue technique, échanger d'un point de vue créatif. Quand je parle d'autres photographes, c'est aussi bien des gens que je côtoie, que des gens avec qui j'ai des relations un peu plus distantes, on va dire, ou alors tout simplement des ouvrages photographiques, des expositions, etc. En contrepartie, ce
qui me freine le plus en photographie, je pense que c'est exactement la même chose, c'est l'échange avec d'autres photographes. Je pense que je suis à un point où j'ai vraiment envie de commencer à faire de la photo vraiment pour moi, où je commence vraiment à avoir trouvé ce qui me plaît en photographie. Et du coup, je n'ai plus envie de voir le travail des autres, je n'ai plus envie d'échanger avec d'autres photographes sur le travail que l'on peut faire, sur des idées, sur la créativité, etc. Parce que finalement, ça n'est plus mon travail à moi. Pour l'instant, j'essaye un maximum de faire de la photographie vraiment pour moi, alors tout en partageant bien évidemment ce que je fais, c'est pas le problème, mais par contre je n'ai plus envie de collaborer avec d'autres personnes pour l'instant, en termes vraiment prise de photos, shooting photos, etc., avec d'autres photographes en tout cas, pour faire des sorties photos ou autres, parce que je trouve que pour l'instant ça a vraiment un impact, alors négatif sur ce que je fais, alors pas négatif dans le sens qualité, mais négatif dans le sens que je ne fais pas ce que je fais vraiment pour moi, je finis toujours par dériver vers ce que quelqu'un d'autre fait, ce que les autres font ont trop tendance en fait à parfois m'influencer, et je préfère donc finalement me retrouver un petit peu plus seul. Pour moi, la photographie, ça reste quand même quelque chose de très individuel, voire même d'assez solitaire dans la pratique, même si dans le fait on partage. Donc voilà, pour répondre à ta question de manière assez simple, ce qui m'a fait fortement évoluer, c'est l'échange avec d'autres photographes, et ce qui, à l'heure actuelle, je pense, me freine beaucoup, c'est l'échange avec d'autres photographes. C'est pas les autres photographes qui sont en cause, hein, c'est principalement ma manière dont j'aborde le travail des autres. C'est juste que pour pouvoir faire de la photo pour moi et à ma manière, il faut que j'arrête d'échanger avec les autres, tout simplement. Question numéro 7 de Lily31. Bonjour, je viens de voir votre vidéo sur le test d'impression de salle digitale. Par contre, je n'ai pas trouvé le modèle Barita contrecollé sur Dibond sur le logiciel. Pouvez-vous me dire dans quelle catégorie, tableau, fine art, trouver ce modèle? Alors malheureusement, je pense que c'est quelque chose qui n'est plus disponible chez salle digitale. Il me semble que ça a disparu quelques semaines après que j'ai fait ma vidéo. C'est vraiment très dommage parce que je trouvais vraiment le résultat intéressant. On peut encore trouver à l'heure actuelle le tirage sur Barita ou sur RAG, etc. Mais il ne propose plus le contre-collage sur Dibond. C'est dommage. C'était vraiment un moyen simple d'avoir quelque chose de beau et de facile à accrocher et également assez résistant. Donc voilà, désolé, malheureusement, je pense que ce n'est plus possible. Si un jour ça réapparaît, j'essaierai peut-être de le signaler. Parce que vous êtes déjà plusieurs à m'avoir signalé que vous voudriez faire ce genre de tirage qui n'était plus disponible. Donc pour l'instant, la seule chose qu'il y a à faire, c'est de faire de l'impression sur papier Barita, et dans ce cas-là, à ce moment-là, le mettre dans un encadrement. C'est malheureusement la seule chose qui reste de possible chez Salle Digitale pour ça. Question numéro 8, question de Olivier. As-tu un avis sur la console Loupedeck pour la retouche Lightroom et Photoshop? Alors pour moi, tout ce qui est console externe, donc il y a Loupedeck, il y en a d'autres, je ne sais plus exactement lesquels, je trouve ça très accessoire. Pour moi, ça ne correspond pas du tout à ma pratique. Alors c'est juste parce que aussi j'ai l'habitude de travailler avec un clavier en permanence pour plein d'autres choses. J'ai l'habitude de taper des commandes, j'ai l'habitude de faire un peu de programmation, etc. Donc les raccourcis clavier, pour moi, c'est quelque chose qui me va très bien, et donc je n'ai aucun intérêt à avoir un élément en plus. Moi, ça me dérange pas d'avoir appuyé les touches ou le clavier pour faire quelque chose, ou alors simplement d'employer la souris, parce que finalement, à la base, les logiciels sont principalement faits pour ça. La console Loupedeck, pour moi, c'est tout simplement un truc qui vient encombrer mon bureau. Je n'ai pas énormément de place sur mon bureau. J'ai déjà mon clavier, ma souris, ma tablette graphique. Si je dois encore rajouter un truc Loupedeck en plus, je m'en sors vraiment plus. Pour moi, clairement, ça n'apporte pas grand-chose. Après, ça va dépendre énormément du workflow de chacun. Pour quelqu'un qui prend de nouvelles habitudes, pour quelqu'un qui n'a pas encore d'habitude, c'est peut-être plus pratique à employer aussi, et c'est surtout intéressant quand on a beaucoup de retouches à faire et que l'on emploie principalement des réglages de base, parce que malheureusement, ce que je trouve aussi, c'est toujours des interfaces qui sont assez pauvres, même s'il y a énormément de curseurs et des bazars comme ça, on n'a pas grand chose à disposition par rapport à ce que le logiciel permet de faire, et c'est très bien pour une retouche rapide en low, mais après quand on veut commencer à faire quelque chose d'un petit peu plus fin, faire des retouches vraiment très personnalisées, je le trouve ça toujours assez limitatif. Donc ça va dépendre de la pratique de chacun, mais moi en tout cas, je suis pas prêt d'en acheter un, et je n'ai même pas forcément envie d'en tester si on devait me le proposer, parce que je saurais même pas quoi en faire. Alors, question numéro 9, question de Fred91. Bonjour, question à propos d'un élément technique dont je n'ai pas vraiment trouvé d'informations. En mode manuel, est-ce que le type de mesure d'exposition a un impact? À savoir, si je suis en mode M, est-ce que le mode évaluatif, pondéré ou spot va avoir certaines influences sur les résultats, ou par défaut en M, est-ce que ce mode est mis sur off? Alors en soi, le mode de mesure de lumière utilisé au niveau de l'appareil en mode manuel n'a pas vraiment d'impact sur la prise de vue, parce que tout simplement on règle le boîtier en manuel. Par contre, le mode de mesure a un impact sur la mesure de lumière que fait l'appareil, donc c'est-à-dire sur la petite réglette qui est affichée en dessous et qui va indiquer généralement une valeur qui va de 0 à -3 d'un côté et à +3 de l'autre. Et donc là, c'est important de voir quoi? Parce que du coup,
Si on veut faire une mesure de lumière précise, par exemple en mode manuel, si on sait qu'on a une zone très claire ou une zone très sombre dans l'image, ça va permettre de comme ça de travailler par exemple en mesure spot. Comme ça on va pouvoir cibler une toute petite zone de l'image et pouvoir dire que là on va à ce moment-là viser cette partie-là de l'image. On va caler à ce moment-là son pose-mètre sur une valeur. Donc par exemple, si je veux avoir une zone foncée dans l'image mais je veux que ce soit des ombres avec du détail dedans, je vais plutôt mettre mon pose-mètre sur -2 dans ce cas-là, dans cette zone-là. Et donc avec ma mesure spot activée, je vais viser cette zone-là avec mon appareil, faire mes réglages pour avoir une lecture de -2 au niveau du pose-mètre, et après ça, je vais recomposer, faire ma mise au point, etc. et déclencher. Donc oui, clairement, ça a un impact sur la lecture du pose-mètre. Ça n'aura pas d'impact sur le résultat de la photo puisque ça n'influence pas directement les réglages de l'appareil, mais ça a un impact sur les informations que le boîtier nous donne. C'est-à-dire que plutôt que de donner une lecture de lumière globale sur un mode évaluative, et donc on ne sait pas ce qui est clair de ce qui est foncé, etc. dans la photo, par exemple, passer en mesure spot permet de faire des lectures à des endroits bien précis pour savoir de quoi on parle. Moi, c'est une méthode que j'emploie tout le temps en mode M. Je suis quasiment d'ailleurs toujours en mode spot parce que c'est la seule méthode, c'est la seule mesure où vraiment il n'y a pas d'ambiguïté sur ce qu'on mesure. Et donc notamment, si je veux par exemple protéger les hautes lumières parce qu'il y a un ciel avec des belles couleurs, je vais viser une zone très claire dans le ciel, pas là où il y a le soleil, mais une zone très claire dans les nuages. Et je vais généralement me mettre en mesure spot. Je vais mesurer +2 ou +3 même dans certains cas si vraiment c'est une zone très très claire au niveau du ciel. Une fois que c'est fait, à ce moment-là, je m'occupe de ma mise au point, de ma composition, etc. Donc pour répondre simplement, oui, ça a un impact, mais pas directement sur la prise de vue, sur l'information que le boîtier nous rend au niveau du pose-mètre. Question numéro 10, question de Coxy. Je n'arrive pas à faire des jolis fonds ou tout noir ou tout blanc pour du minimaliste. Comment puis-je faire? Alors ça, c'est une question très vaste. Ça va dépendre énormément de l'environnement, de ce que l'on emploie comme type de lumière, comme type de fond, etc. Globalement, forcément, pour faire un fond noir, le plus simple, c'est d'avoir un fond noir, et pour faire un fond blanc, c'est d'avoir un fond blanc. Après, tout dépend de la manière de l'éclairer. Il va falloir forcément éclairer ça correctement, et c'est là que généralement l'utilisation d'un pose-mètre devient vraiment très utile. Un pose-mètre ou flash-mètre suivant les cas, parfois avec les deux combinés. Et tout va dépendre de la mesure de lumière que l'on va devoir faire. Alors je ne sais pas malheureusement donner de valeur ou de réglage comme ça ici. Le truc, c'est qu'il va falloir juste s'assurer que le fond est suffisamment éclairé ou suffisamment pas éclairé pour que les informations soient correctes au niveau de l'image. Par exemple, si une photo sur fond noir, le fond est trop clair par rapport au sujet, une solution qui permet simplement d'avoir le fond plus noir, c'est tout simplement de l'éloigner de la source lumineuse. Plus on l'éloigne de la source lumineuse, moins il reçoit de lumière et plus il sera sombre. Et à l'opposé, justement, par exemple, si on veut avoir un fond blanc, c'est plus simple d'avoir le fond plus proche de la source de lumière. Maintenant, le problème aussi, c'est qu'on ne va pas avoir une lumière très homogène. Donc c'est très difficile d'y répondre comme ça en une seule petite question, mais un moyen de jouer sur le fait que le fond soit plus clair ou plus foncé, ça peut être simplement donc d'avoir un éclairage qui est fait pour le sujet, et ensuite de jouer sur l'éloignement du fond par rapport au sujet. Si le fond est très loin du sujet, le fond paraîtra noir tout simplement, tandis que si le fond est tout près, il sera forcément plus clair puisqu'il sera plus éclairé par la même lumière. Question numéro 11 de Olive de Meslav, pardon si je prononce mal, Olive de Meslav, bon voilà. Est-ce que tu peux faire une vidéo sur l'envers du décor, comment tu te prépares, tes ratés, etc. Oui, je pourrais. Le truc c'est que je pense que ça va juste être chiant, parce que l'envers du décor, voilà, il est là l'envers du décor. J'ai une lampe ici, j'ai une lampe là, j'ai mon appareil qui me filme. Cette fois-ci, j'essaye le coup avec un prompteur, c'est pour ça que peut-être vous voyez mes yeux de temps en temps passer de gauche à droite. Il n'y a pas grand chose à faire au niveau de l'envers du décor, en tout cas il n'y a vraiment pas grand chose d'intéressant. Le making of, à part des bafouillages, voilà. Alors peut-être que si un jour je fais une vidéo où il y a vraiment un making of qui devient intéressant, là je pourrais le faire. Mais honnêtement, des vidéos de genre facecam ou comme je fais ces derniers temps en sortie vidéo, il n'y a pas grand chose à faire parce que franchement les ratés sont même pas intéressants. C'est juste parfois des bafouillages où il y a quelque chose qui passe dans le champ et que je dois recommencer. Voilà, ça n'apporte pas grand chose, mais ça n'empêche que si un jour j'ai une vidéo où vraiment le making of est intéressant, je n'hésiterai pas à le faire, ça c'est un fait certain. Alors question numéro 12, autre question de Olive de Meslav. Est-ce que tu penses faire des vidéos avec d'autres youtubeurs belges, notamment avec ton pote Pierre? Oui, c'est quelque chose qui est prévu depuis très longtemps et que l'on n'a jamais fait. Tout simplement parce qu'on n'arrive pas à accorder nos agendas. C'est pas plus compliqué que ça. En plus de ça, bon, on est bien en Belgique, mais on n'est quand même pas un à côté de l'autre. On a quand même quelques kilomètres qui nous séparent.
On a déjà pensé le faire avec David ou avec Pierre aussi. Donc ce sont les deux autres youtubeurs avec qui je collabore étroitement, on échange en permanence. C'est quelque chose que l'on pense faire, mais qu'on finira par faire. Il faut juste qu'on trouve un moment, un sujet et qu'on se mette d'accord aussi sur ce que l'on veut faire. Mais en tout cas, oui, clairement, c'est le genre de chose qui peut être chouette à faire, qui sera chouette à faire d'ailleurs. On est sûr et certain qu'on le fera, mais on ne sait toujours pas quand. Ça fait bien 2 ans maintenant qu'on a ça au programme, donc voilà, ça finira par arriver. Question numéro 13, toujours de Olive de Meslaf. Est-ce que tu peux dire comment tu t'organises pour gérer ton taf, ta famille, tes photos, ta gestion de chaîne, Facebook, Insta, etc. Je mets des priorités. C'est tout simplement ça. C'est famille, boulot. Voilà, ça c'est famille, c'est évident que c'est la priorité première. Boulot parce que ça me permet d'assurer ce qu'il faut au niveau familial, hein, d'avoir des revenus financiers, puisque je suis principalement formateur à temps plein, donc je donne des cours longueur d'année. Et après ça, il me reste du temps libre, et ce temps libre, il me sert pour faire des vidéos, pour faire de la photo, etc. Globalement, mes vidéos me prennent pas mal de temps quand j'en fais, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai réduit un petit peu le rythme, de manière un petit peu à regagner du temps pour faire des photos aussi, parce que bon, c'est parfois frustrant de se dire qu'on fait des vidéos où on parle de photos et qu'on n'a plus le temps de faire des photos à côté. Donc vraiment dire qu'il y a une gestion complexe, non, c'est juste bêtement des priorités. C'est-à-dire la première chose, c'est que je m'occupe côté familial. Ensuite, il y a le boulot. Bon, forcément, les deux, je sais pas trop moi-même gérer l'équilibrage. C'est-à-dire que forcément, j'ai des heures dans lesquelles je dois bosser pour mon boulot officiel. Et à côté de ça, le reste, il me reste un peu de temps libre. Et ce temps libre, à ce moment-là, je le passe sur ce que j'ai envie de faire, photos, vidéos, etc. Alors, question numéro 14, toujours de Olive de Meslave. Salut Steve, peux-tu être transparent sur la rentabilité de ta chaîne, coûts et gains, etc. Alors j'ai du coup pas tous les chiffres en détail, mais ça me dérange pas du tout d'en donner des fourchettes d'ordre de grandeur, parce que voilà, ça varie de toute façon de mois. Côté rentabilité, en fait, tout simplement, il n'y en a aucune rentabilité. Pour donner une idée, les revenus AdSense, donc les revenus publicitaires des vidéos, ça oscille aux alentours des 150 euros, 150, 200 euros sur un mois, quand c'est vraiment un gros mois, typiquement le mois de décembre. Le mois de décembre est toujours un gros mois parce que voilà, il y a beaucoup de publicité sur les vidéos YouTube à ce moment-là. C'est vraiment des gros mois. Et encore, quand je dis 200 euros, c'est déjà un gros mois, quoi, clairement. Donc en fait, c'est pas énorme du tout. D'autant plus que à côté de ça, pour faire fonctionner la chaîne, l'air de rien, il y a des choses que je dois payer aussi. J'ai mes licences Adobe pour pouvoir avoir le logiciel, Photoshop, Premiere Pro pour monter mes vidéos, Lightroom que je n'emploie plus, mais bon voilà, soit je l'ai quand même avec. À côté de ça, j'ai Capture One que j'utilise aussi pour mes photos et donc aussi pour la chaîne. Rien que si je mets ces deux-là ensemble, j'éclate déjà une bonne partie du budget que j'ai entre guillemets par la publicité vidéo. À côté de ça, il y a tout ce qui est, maintenant que je commence à utiliser, donc la musique pour certaines vidéos, donc j'ai un abonnement artist.io que je dois payer aussi. Ensuite, il y a tout simplement déjà l'équipement, hein, l'éclairage, encore éclairage, appareil photo. Là maintenant, j'essaye avec un prompteur pour de futures vidéos. Donc voilà, ça fait encore vite des centaines et des centaines et des centaines d'euros qui partent assez rapidement. Donc je suis clairement dans le rouge si je devais vivre de ma chaîne YouTube, j'aurais déjà arrêté depuis longtemps, tout simplement parce que je suis en négatif en permanence. Je n'ai jamais fait cette chaîne jusqu'à présent pour en gagner de l'argent. J'essaye juste que éventuellement ça me coûte pas trop, voilà. Mais si je dois donner une idée d'un chiffre global, je pense que ma chaîne me coûte entre 200 et 300 euros par mois, sans problème. Tout simplement parce qu'il y a ce que j'ai besoin pour fonctionner, etc. Et là-dedans, je compte même pas le temps que je passe à faire des vidéos. Parce que clairement, si je devais compter en plus de ça le temps que je passe à faire mes vidéos et monétiser ça, non, clairement, j'aurais arrêté depuis longtemps. Donc voilà. J'ai pas les chiffres exacts en tête, mais voilà, je donne une fourchette d'idées. De toute façon, sur l'année, ça varie énormément. Il y a de très bons mois, de très mauvais mois, voilà. Et d'autant plus que je ne développe rien d'annexe. J'ai bien les liens Amazon, les liens affiliés Amazon.
Mais bon, ça casse pas trois pattes à un canard non plus, c'est quelques scènes par-ci, quelques scènes par-là. Ça me permet éventuellement d'acheter un petit accessoire que j'ai besoin, par exemple le prompteur. Ça m'a permis, au lieu de payer près de 200 € pour avoir le prompteur, ça m'a permis de payer 50 ou 60 € de moins. Voilà, en gros c'est à ça que ça sert. Ça me permet de réduire le coût, mais niveau rentabilité, non. D'ailleurs, je déconseillerais volontairement quelqu'un de se lancer sur une chaîne YouTube dans le but d'être rentable dès le départ. Je crois qu'au départ, il faut vraiment pas vouloir être rentable, il faut juste le faire parce qu'on a envie de le faire, et puis voilà. Question numéro 15, toujours de Olive de Meslav. Salut Steve, est-ce que c'est dans tes projets de rencontrer tes fans, salons, rendez-vous, visites, etc. etc. Oui, c'est dans mes projets, et d'ailleurs, je l'ai déjà fait par le passé, et je compte bien le refaire. Forcément, la situation actuelle n'est pas top pour ça. Mais il y a une occasion simple, c'est quand il y a un salon de la photo, salon de la photo à Paris, donc je sais pas si cette année il y en aura un, et je ne sais pas non plus si j'irai, puisque j'ai quand même mon fils pour l'instant qui est encore en bas âge, et donc forcément c'est pas évident de le prendre avec moi. Sinon, normalement, en 2020, j'aurais dû être au salon de la photo à Bruxelles, sur un stand, donc c'était l'occasion également de rencontrer des gens aussi. Une sortie photo, c'est déjà arrivé d'en faire aussi. Alors là, le problème, c'est qu'il faut encore arriver à se déplacer, mais clairement, j'en ferai, c'est sûr et certain. Il faut juste que les circonstances se remettent un petit peu dans la normale avant de pouvoir y penser, mais clairement, c'est le genre de choses qui sont très chouettes à faire. Après, le problème, c'est que je préfère être assez restrictif, parce que créer un événement et puis que tout d'un coup on se retrouve trop nombreux, c'est jamais très gai non plus. D'autant plus qu'au-delà d'un certain nombre de personnes, ça devient limite un peu niveau aussi organisationnel. C'est-à-dire que dans certains cas, si on est au-delà d'un certain nombre de personnes, je ne sais plus exactement combien, il faut commencer à prévenir les autorités et tout le bazar pour être sûr et certain qu'il n'y ait pas de problème. Enfin, voilà. Donc ça peut être parfois un peu délicat, et donc généralement j'ai plutôt privilégié des solutions comme lors d'un salon photo, des choses comme ça. Alors, question numéro 16, très longue question de Olivier VDA, une question technique sur le catalogue. Donc, je vais un petit peu résumer. Donc, en gros, 400 000 photos dans Capture One, réparties sur un disque dur de 2 Tera pour les photos et un SSD de 500 Go pour le catalogue. Apparemment, Capture One donnerait des signes de fatigue avec le nombre de photos. La question, c'est comment faire pour pouvoir éventuellement scinder ce catalogue Capture One en plusieurs catalogues assez facilement et assez rapidement. Alors le plus simple dans Capture One, pour ça, déjà je suis étonné que tu aies des problèmes avec 400 000 photos, parce que j'ai vu des exemples, notamment sur la chaîne de Capture One, où vraiment ils montrent des photographes professionnels qui gèrent des centaines de milliers de photos sans aucun problème. Donc à mon avis, les photos stockées sur un disque dur à plateau, ça peut être un problème. Moi, clairement, je mettrais mes photos sur un SSD, surtout vu des prix des SSD à l'heure actuelle. Ça pourrait déjà être un gros boost de ce côté-là. Et 400 000 photos dans Lightroom, ça rame quand même. Je pense que là, clairement, moi honnêtement, Lightroom, c'est une des raisons pour laquelle je l'ai quitté, c'est que j'avais trop de problèmes pour gérer mes photos dedans, quoi. En plus des fonctionnalités que je préfère dans Capture One, mais soit. Si tu veux splitter ton catalogue dans Capture One, le plus simple, c'est de d'abord commencer par faire une sélection de photos. Alors que ce soit simplement par un dossier, que ce soit par un système de classement, par des couleurs, etc. Et une fois que tu as fait une sélection de photos, tu as la possibilité d'aller dans le menu fichier et de les faire exporter sous forme de catalogue. Et donc dans ce cas-là, tu crées un nouveau catalogue séparé. Ça pourrait être par exemple ça, toutes tes photos de... Je sais pas moi, toutes tes photos de 2016, 2017, 2018, tu sélectionnes tes photos sur une année et tu les exportes dans un catalogue 2017, 2018, etc. comme tu veux. Après, c'est à toi de voir comment tu veux le scinder, mais moi, c'est comme ça que je procéderai. C'est que je commencerai par sélectionner mes photos d'une manière ou d'une autre. Éventuellement, tu peux le faire soit via les filtres, soit via un système de collection dynamique. Et donc, à ce moment-là, cette sélection de photos, de les exporter. L'exportation fonctionne d'ailleurs très bien parce qu'il garde tout ce qui est mots-clés, tout le bazar. C'est vraiment un nouveau catalogue. La seule chose, c'est qu'après, tu dois repasser dans ton catalogue d'origine, une fois que tu as vérifié que l'autre catalogue fonctionne bien, et de supprimer à ce moment-là les photos que tu as transvasées. Il va pas prendre les photos et les déplacer dans un autre catalogue, il va créer un nouveau catalogue avec toutes les photos dedans, et donc elles vont rester dedans. Maintenant, si tu as ton catalogue d'un côté et tes photos sur un autre support, a priori tu crées un catalogue et il n'y a pas de copie de photos ou quoi qui doivent être faites, c'est juste des références dans le catalogue, donc ça devrait aller très vite aussi. Alors, question numéro 17, question de Samuel Blott. Bonjour, comment débuter l'animalier 100, 400 ou 150, 600 pour un budget serré? Quels sont les réglages, même si je penche pour le mode S?
Pour de l'animalier, si c'est pour débuter, moi je partirais plus sur un 150-600, même si ce sont des objectifs qui sont extrêmement lourds, extrêmement pénibles à transporter, beaucoup plus qu'un 100-400, mais ils sont globalement plus abordables. Après, ça va dépendre de quel 100-400, mais il y a aussi un 150-600 qui sera forcément plus polyvalent, puisqu'on a une plage focale un petit peu plus large, et ça permettra de photographier plus facilement des animaux plus petits ou plus éloignés. Entre 100 et 150 pour la distance la plus proche, ça fait pas une grosse différence, donc ça ne changera pas grand chose. Mais généralement, à part si on va sur un 100-400 de chez Sigma ou de Tamron de mémoire, s'il y en a, ouais, je pense bien, les prix sont quand même assez élevés. Si je prends mon 100-400 Sony, c'est quand même à la base, si je vais le payer complètement, 3000 €, donc forcément pour ce prix-là, on a deux objectifs, donc il faut pas forcément aller vers ça. Il y a des solutions Sigma, Tamron, etc. qui sont très bonnes aussi, mais moi je pencherais quand même plus pour le 150-600, sachant quand même que généralement la qualité optique des 150-600 n'est jamais au niveau des 100-400, de nouveau parce que la plage optique est plus grande, enfin la plage focale est plus grande, et donc forcément il y a quelques compromis qui sont faits de ce côté-là. Côté réglage, ouais, il n'y a pas vraiment de recette miracle, il faut trouver ce qu'on veut faire. Le mode S est forcément pas une mauvaise idée, puis ça va permettre de ce moment-là de figer la durée d'exposition et que le reste s'adapte en fonction. Maintenant, ça va dépendre parce qu'il y a photographie animalière et photographie animalière. Photographier un oiseau dans le ciel, c'est pas la même chose que photographier un cerf qui brame. Un cerf qui brame, ça bouge pas des masses, donc il n'y a pas besoin d'être un millième de seconde. Voilà, tout va dépendre un petit peu. Donc pour moi, il n'y a pas vraiment de recette miracle. Le mode S peut être une très bonne idée. Maintenant, je sais que beaucoup shootent aussi en priorité ouverture en animalier. C'est-à-dire que on peut très bien dire qu'on met en priorité ouverture, on règle son ouverture pour avoir la bonne profondeur de champ. On peut éventuellement définir au niveau du boîtier une vitesse d'obturation minimale, c'est-à-dire que on ne descende pas en dessous de, je sais pas moi, un centième de seconde, pour être sûr certain d'avoir au moins un centième de seconde, et qu'au besoin, l'appareil va descendre à 2 centièmes, à 3 centièmes, etc. Mais aussi à côté de ça, laisser par exemple les ISO en automatique, comme ça il va compenser au niveau ISO ce qui manque au niveau simplement de durée d'exposition. Voilà, ça peut être une manière de faire. Je pense que le mieux c'est d'expérimenter. Moi je pense que d'ailleurs pour ce genre de truc là, en animalier, à moins de vraiment être dans un environnement où il y a du très clair, du très foncé, on passe de l'un à l'autre. Si on est dans un environnement qui change pas trop, moi je privilégierais même le mode manuel, parce que j'adore travailler en mode manuel, c'est pas parce que c'est meilleur, mais c'est juste parce que ça correspond à mes habitudes. Donc je pense que vraiment le truc c'est de tester. Clairement tester, le mode S n'est sans doute pas la plus mauvaise solution. La plus mauvaise solution ce serait le mode full automatique, ça c'est sûr et certain. Mais sinon le mode priorité ouverture peut être utilisé, le mode priorité vitesse peut être utilisé, le mode manuel peut être utilisé, et des alternatives entre les deux. Donc par exemple le mode manuel avec des ISO automatiques, par exemple, pourquoi pas. Question numéro 18 de Xavier de Bordeaux. Bonjour, en extérieur, faut-il mieux utiliser des filtres ND ou bien jouer sur la variation de l'exposition? Alors pour moi, ce sont deux choses qui se complètent. Dire que le filtre ND, le but est de limiter la quantité de lumière que l'on va avoir au niveau du capteur. On va l'utiliser quand? Tout simplement quand on ne sait pas avoir un temps d'exposition suffisamment long parce qu'il y a trop de lumière. Donc tant qu'il n'y a pas trop de lumière pour ce qu'on veut faire, c'est-à-dire tant que par exemple on veut faire un flou de mouvement au niveau de voitures qui passent ou de gens qui marchent dans la rue, et qu'on peut se permettre de le faire sans bloquer avec un filtre ND, dans ce cas-là, autant ne pas employer de filtre et autant le faire uniquement avec la variation de durée d'exposition. Par contre, si la lumière commence à être trop importante, là un filtre ND devient intéressant parce que ça va permettre de bloquer une partie de lumière qui arrive au niveau de l'appareil et donc d'allonger les temps de pause. Donc globalement, quand c'est pas nécessaire, la durée d'exposition c'est parfait. Une fois qu'il y a trop de lumière et qu'on veut limiter, dans ce cas-là, on emploiera un filtre ND. Question numéro 19 de Rémi. Bonjour de l'autre côté de la frontière, à Lille. Déjà merci pour les vidéos qui sont toujours dans un esprit positif, pédagogique et positif. C'est 2 fois positif, mais merci quand même. Ma question concerne l'hyperfocal. J'ai l'impression que cette notion est souvent survendue, c'est bien d'un point de vue théorique, mais que dans la pratique, cela ne fonctionne pas vraiment, surtout dans paysage, où il y a de grandes distances entre les plans. J'ai l'impression que c'est surtout utile pour la photo de rue. J'aimerais avoir votre point de vue sur la question. Alors l'hyperfocal, c'est une technique, ça permet de faire certaines choses, ce n'est pas non plus la solution miracle, ça ne fait pas de magie. Globalement, l'hyperfocal, le but est de maximiser sa zone de netteté en fonction de l'ouverture, en choisissant le bon endroit pour faire la mise au point, la bonne distance de faire la mise au point, pour avoir la plus grande distance possible entre le premier plan net et le dernier plan net.
Première chose, il ne faut déjà pas oublier que la notion de netteté, c'est quelque chose de très subjectif et qu'on parle de netteté acceptable. C'est-à-dire forcément la zone qui sera la plus nette dans l'image, ce sera la zone où on a fait la mise au point. Le premier plan sera un petit peu moins net et l'arrière-plan sera un petit peu moins net aussi. Mais on est donc dans cette notion de netteté acceptable. Alors l'hyperfocale va surtout fonctionner avec des focales relativement larges. Travailler en hyperfocale à 400 mm, à moins qu'on ait des sujets qui se trouvent à des centaines de mètres, ça n'a aucun sens. Par contre, si on est sur des focales de 24, 35, 50 mm, là ça devient intéressant. Ça va permettre simplement aussi de dire, ben voilà, si je fais la mise au point à tel endroit, ben je sais que c'est net depuis la moitié de ces distances jusqu'à l'infini. Et donc, c'est vrai que ça peut être employé en photo de rue, mais ça fonctionne très très bien en paysage aussi. À une exception, bien évidemment, c'est quand on veut commencer à faire, par exemple, avec un ultra grand angle, d'avoir un objet qui est à 10 cm de l'appareil et qu'on veut aussi que les montagnes qui soient à 20 km soient nettes. Il y a forcément un point au-delà duquel l'hyperfocale ne pourra pas aider, et c'est pas l'hyperfocale qui est c'est pas le concept de l'hyperfocale qui est en tort. C'est tout simplement qu'on va au-delà de ce que l'appareil est capable de restituer en termes de netteté, parce qu'on ne sait pas avoir une profondeur de champ suffisante. Voilà. Donc pour moi, l'hyperfocale, c'est quelque chose que j'utilise de temps en temps quand c'est nécessaire. C'est-à-dire que quand j'ai une zone dans laquelle je sais pas trop où je dois faire ma mise au point, parce qu'il y a plein de trucs dans tous les sens, mais que je veux maximiser ma distance de zone nette entre le premier plan et le dernier plan. Et donc dans ce cas-là, ben, simplement je règle mon appareil sur l'hyperfocale. Donc globalement, c'est souvent avec des focales du genre du 24 mm, du 35 mm, avec des ouvertures relativement fermées, donc du f11, du f13, voire même f16 dans certains cas. Et dans ce cas-là, je vais en fonction de la valeur d'hyperfocale mettre la mise au point au bon endroit. Et une fois que j'ai fait ça, ben, je sais qu'à ce moment-là, ben, je vais avoir la plus grande zone de netteté possible, et que si je veux faire plus que ça, dans ce cas-là, je vais devoir trouver d'autres solutions. Notamment, je peux faire du focus stacking qui va permettre de faire plusieurs photos et d'empiler les zones de netteté. C'est aussi une solution, mais ça implique dans ce cas-là de prendre plusieurs photos. Alors, question numéro 20 de Denis38. Si je veux éviter le risque d'un fort vignettage dû à l'ajout d'un ou deux filtres sur un objectif Fuji 10-24 mm f4 en 72 mm, ai-je intérêt à utiliser une bague d'adaptation pour des filtres de 82 mm? Quels sont les inconvénients? Alors ça va dépendre fortement des filtres. Si jamais c'est des filtres qui sont très épais, qui ont une construction très épaisse, comme c'est souvent le cas dans des versions d'entrée de gamme, même de très bonnes marques, parce que forcément construire des verres qui font les mêmes corrections mais beaucoup plus fins, ça a un prix. Si vraiment c'est des verres épais, dans ce cas-là, c'est vrai que l'empilement de deux verres pourrait provoquer un vignettage, surtout sur des focales comme le 10-24. Globalement, en tant qu'on n'est pas en dessous d'un équivalent 24 mm en plein format, on a rarement des ennuis. Quand on commence à descendre en dessous, on peut avoir du vignettage qui apparaît quand on commence à empiler. C'est vrai que dans ce cas-là, l'utilisation de bagues d'adaptation, donc faire en fait simplement d'avoir une bague qui permet de mettre un filtre de 90 mm sur un filet de 72 mm peut être une bonne idée, à condition que celle-ci ait quand même pas une trop grande épaisseur non plus. C'est-à-dire que on n'est pas le 90 mm qui se retrouve 40 cm plus loin, parce que sinon forcément on verra les bords du filtre aussi. Mais une autre solution, c'est aussi de simplement prendre des filtres qui sont très fins, ils sont un peu plus chers, notamment dans les filtres polarisants, il existe des filtres très fins, dans les filtres ND aussi, il y a des filtres qui sont vraiment très fins, on les paye plus cher, mais comme ils sont plus fins, bah, ils sont plus proches de la lentille d'origine de l'appareil, et donc on a moins de problèmes de vignettage qui apparaissent. Voilà. Donc pour moi, c'est une solution qui pourrait être utilisée, d'employer donc des filtres de plus grande taille, mais il faut aussi que les bagues d'adaptation n'éloignent pas trop le filtre, sinon on perd tout l'intérêt de le faire. À part ça, côté inconvénient, il faut quand même aussi vérifier une chose, c'est que ce ne sont pas des bagues de trop mauvaise qualité. Parce que si jamais l'intérieur est pas traité comme il faut, c'est-à-dire que c'est pas une peinture mate qui est à l'intérieur ou qui a des griffes et qu'on voit le côté aluminium ou quoi apparaître, ça peut provoquer des réflexions de lumière entre les lentilles. Et donc une lumière qui viendrait rentrer entre les différents filtres, finalement, entre la lentille objectif et le filtre, pourrait rentrer dedans et ricocher entre les deux et provoquer donc à ce moment-là des aberrations chromatiques ou des défauts de lumière. Alors ça peut parfois faire un effet artistique, mais c'est souvent très disgracieux. Donc le fait de rajouter des verres de toute façon a toujours un impact d'une manière ou d'une autre, et les éloigner n'est pas forcément meilleur. Donc moi, je partirais plutôt sur l'utilisation de filtres vraiment adaptés, donc des filtres relativement fins, voire même dans une certaine mesure, si c'est filtre polarisant plus filtre ND, c'est plutôt d'avoir le filtre polarisant et filtre ND dans un système de porte-filtre qui évite à ce moment-là tous les problèmes.
Question numéro 21, question de Omic. J'ai vu votre vidéo sur le Lumix S1R. Vous ne parlez pas de ce qu'il fait en vidéo. Ma question est celle-ci. J'ai entendu dire que le S1R fait de la vidéo en illimité. Est-ce que c'est en vidéo HD, UHD, etc. En effet, je n'ai pas parlé de la vidéo au niveau du S1R pour deux raisons. Je suis pas vidéaste d'une part, et pour moi le S1R, même s'il fait de la vidéo, n'est pas du tout un appareil dédié à la vidéo. Il n'y a aucune raison d'avoir une telle définition de capteur pour faire de la 4K par exemple. Mais ceci dit, pour répondre à la question, il est en durée illimitée. Il n'a pas de limite de vidéo, que ce soit en Full HD ou en 4K. J'ai été vérifié dans la notice. Donc voilà, après il y a des limites en fonction de la taille du stockage, éventuellement des limites de si jamais il vient surchauffer ou des bazars comme ça, ce qui normalement n'est pas le cas sur cet appareil-là. Voilà, à part ça, il n'y a pas de limite entre guillemets légale, parce que pour la plupart des appareils, la raison pour laquelle on est limité à 30 minutes de vidéo, c'est tout simplement pour des questions de taxes, de différence entre un appareil photo et un appareil vidéo finalement. Mais ça n'empêche que pour de la vidéo, quitte à être chez Lumix pour faire de la vidéo, je conseillerais plutôt un S1 qu'un S1R, parce qu'il fera d'ailleurs bien plus en vidéo. Le S1 a d'ailleurs été mis à jour récemment pour intégrer des formats que l'on retrouve uniquement au niveau normalement du S1H. Donc il y a de plus en plus de fonctionnalités vidéo au niveau du Lumix S1, et en plus ça il y a un moins grand nombre de pixels, donc normalement une meilleure sensibilité à la lumière, ce qui devrait donner au final une meilleure qualité vidéo. Et en plus de ça, le S1 est beaucoup moins cher que le S1R, qui est plus léger, et donc je pense qu'il n'y a aucun intérêt de prendre le S1R pour de la vidéo. Le S1R, c'est vraiment un appareil qui est dédié pour la photo pour moi. C'est d'ailleurs vraiment la raison pour laquelle je n'en ai pas parlé. Il n'a, pour moi, même s'il est capable d'en faire, il n'est pas intéressant pour faire de la vidéo. Alors, question numéro 22, question de Eric. Salut Steve, pour moi ta chaîne est clairement une des meilleures, si pas la meilleure chaîne YouTube francophone consacrée à la photo. Merci beaucoup. Et personnellement, j'apprécie beaucoup tes vidéos revues matos. Voici pêle-mêle mes questions. Ah, il y a plusieurs questions. Comptes-tu refaire des tests de matériel micro 4 tiers? As-tu investi dans de nouveaux objectifs vintage? Referas-tu des lives avec Pierre et David? Merci. Alors, première chose, est-ce que je compte faire encore des vidéos de revue matériel micro 4 tiers? Bah oui, si j'ai l'occasion d'en faire, oui. Première chose, il faut qu'il y ait le matériel nouveau qui sorte et que ça vaille la peine, hein. Puis il faut que j'arrive à en avoir en prêt, étant donné que j'ai plus trop de contact avec Lumix, donc voilà, ça va être difficile. J'ai eu des contacts avec Olympus, visiblement, je sais pas, j'ai plus de nouvelles. Normalement, je devrais pouvoir tester du matériel Olympus. Mais en tout cas pour l'instant, voilà, pas nouveau. En tout cas, si j'en ai l'occasion, je le ferai volontiers parce que c'est un format que j'aime beaucoup. C'est un Lumix G9 que j'emploie pour me filmer entre autres, et c'est un appareil qui est très agréable en photo aussi. Donc pour moi, le micro 4 tiers a clairement un intérêt bien plus que la PSC à mon sens. Bon, voilà. Après, il faut pour ça que j'ai le matériel en prêt, sinon je vais pas m'amuser à acheter du matériel pour le revendre derrière. Voilà. Mais si j'ai l'occasion, bien sûr, j'en ferai, c'est bien évidemment, c'est toujours agréable à faire. C'est vraiment un format que j'aime beaucoup et j'espère ne pas voir disparaître malgré les difficultés des marques qui en proposent. Alors, as-tu investi dans de nouveaux objectifs vintage? Si oui, feras-tu une vidéo sur le sujet? Alors oui, j'ai investi assez récemment dans 2 objectifs et je vais en parler un moment. Le truc, c'est que j'ai pas encore assez utilisé pour vraiment les donner, parce que bon, de nouveau, confinement oblige, etc., etc. Le premier, c'est celui-ci. C'est un, je sais pas si l'appareil fait la mise au point, on va voir. Je sais pas s'il va le montrer correctement. Voilà. C'est un Canon FL 55 mm f1.2 qui m'a coûté un peu plus de 200 €. Alors 200 € pour un 55 mm f1.2, c'est pas déconnant. La monture FL, c'est la monture Canon qui était avant la monture FD, qui était elle-même avant la monture F. Donc c'est un objectif qui a pas loin de 55-60 ans. Qui est en parfait état. En plus, je l'ai eu vraiment dans un état irréprochable, très particulier, un effet de rendu très particulier, mais une netteté quand on ferme un petit peu le diaphragme, c'est impressionnant. Donc ça, clairement, j'en parlerai un moment ou un autre. Et l'autre, c'est un objectif que j'ai chassé pendant très longtemps. C'est un, je vais voir si on le voit ici, un Canon FD 35 mm f2.8 tilt shift. Et ça, clairement, ça me manquait. Donc un tilt shift, on peut notamment incliner le corps de l'objectif, ça c'est la partie tilt, et puis il y a la partie shift qui permet en fait de décaler. Là forcément je l'ai pas encore employé beaucoup du tout. Je vais en parler de cet objectif là parce que notamment je compte vous parler un jour des objectifs tilt shift, c'est aussi pour ça que j'en voulais absolument un. Les objectifs tilt shift sont de toute façon la plupart du temps des objectifs manuels.
Donc honnêtement, un objectif vintage pour ça, il n'y a pas mieux. Celui-ci m'a coûté un petit peu moins de 300 € de mémoire. Par rapport à ce que vous auriez en neuf, ben en gros j'ai divisé le prix par 5 ou par 6 par rapport à du matériel neuf de ce côté-là. Avec en plus ça une qualité optique qui est vraiment irréprochable. De nouveau, c'est un objectif qui a quand même 25-30 ans sans problème, si pas plus même, peut-être un petit peu plus vieux que ça. J'ai pas l'âge exact, mais bon, en gros, il est pas tout jeune non plus. Ben voilà, c'est encore une solution pour avoir du matériel intéressant à bas prix, plutôt que d'acheter des objectifs modernes finalement qui n'apportent pas grand-chose, surtout pour ce genre de matériel-là. Ben j'en ferai une vidéo, oui, clairement. Clairement, ça, je ferai une vidéo, surtout pour le tilt-shift, c'est sûr et certain, parce que j'ai envie de vous parler de ce que c'est qu'un objectif tilt-shift et de voir ce que l'on peut faire avec. Et dernière partie, referas-tu des lives avec Pierre et David? Bah de nouveau, j'ai déjà un petit peu répondu à ces questions-là. C'est plus que probable, on a bien envie de le faire. C'est toujours quelque chose qu'on a en tête et qu'on veut refaire. La situation n'aide pas, on n'a pas des masses de temps, ni l'un ni l'autre. Donc on a du mal à combiner nos 3 agendas, on a du mal à trouver du temps de manière globale, et le confinement n'aide pas pour autant. Il est probable que si on refasse des lives, on le fasse plutôt sur Twitch, ce serait plus, à mon avis, plus logique, parce que bon, sur YouTube, les lives, c'est bien, mais honnêtement, ça marche pas des masses, la plateforme n'est pas très adaptée à ça. Donc à mon avis, on le ferait peut-être sur une autre plateforme, mais en tout cas, c'est quelque chose que l'on veut refaire, ça c'est sûr. Question numéro 23, question de JB. Bonjour Steve, à quand un essai du Leica Q2? C'est une question que j'ai déjà eue ça. Ça serait super d'avoir ton retour sur ce boîtier qui en intrigue plus d'un, pas pour voir s'il vaut son prix, mais pour ton avis sur sa facilité d'utilisation, son rendu, qualité, etc. etc. Ouais, ça me plairait bien. Le Leica Q2, c'est peut-être un des rares boîtiers qui m'intrigue vraiment, parce que c'est un boîtier très particulier. Autant le Q1, bof, mais le Q2, de par sa définition de capteur, rend le crop numérique utilisable. J'aimerais bien. En tout cas, le truc, c'est que pour pouvoir le tester, il faut que j'en ai en main. Et donc, il faut qu'on me le prête. Donc si Leica Belgique regarde la vidéo, coucou, hein, je veux bien qu'on me prête un Q2, ou je devais peut-être devoir voir ça avec mes contacts chez Photogalerie. C'est vrai que je leur ai jamais posé la question jusqu'à présent, mais le matériel Leica, c'est pas forcément évident de s'en faire prêter, vu le prix, je comprends aussi. Mais bon, après voilà, ça n'a pas l'air d'être trop la philosophie de la marque de prêter du boîtier. Bon, on verra bien. Alors, en tout cas, c'est sûr et certain que si j'ai l'occasion d'en avoir un, j'en ferai la revue, c'est sûr et certain. C'est un boîtier que j'ai envie de tester. D'ailleurs, c'est comme les boîtiers monochrome de Leica, j'ai bien envie de les tester, parce que s'il y a bien une chose qui est intéressante, c'est des boîtiers qui sortent de l'ordinaire. Alors le Q2, c'est un boîtier compact, plein format, un peu cher, mais qui reste un boîtier assez classique en soi. Par contre, les versions monochrome de plusieurs de leurs boîtiers, là, clairement, c'est différent. Parce que là, on parle d'un capteur qui ne fait que du monochrome et qui a donc un intérêt technique au niveau sensibilité et tout le bazar, et niveau restitution des détails, qui doit quand même être assez intéressant. Donc ça aussi, j'aimerais bien tester. Mais de nouveau, voilà, c'est du Leica, ça se prête moins facilement, bizarrement, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Alors, on en arrive à la question numéro 24, question de Eric. Quel conseil peux-tu donner pour stocker et ranger des objectifs vintage ou anciens afin d'éviter qu'ils ne deviennent brumeux ou rattrapent des champignons? Pour un objectif vintage, s'il est propre à la base, pour moi le plus simple c'est de le ranger dans un endroit sec, dans un environnement propre. C'est tout simplement ça. Je pense que si on le range dans un environnement sain, dans des boîtes normales, moi ici mes objectifs ils sont dans mon étagère avec mes autres objectifs, il n'y a pas de problème. Si mes objectifs ne s'usent pas avec ce type de rangement là, celui-là non plus. Le gros problème c'est l'humidité. Alors là où je pense qu'il y a plus de risques, c'est quand on les trimballe pour les utiliser. Parce que globalement, si je prends le cas de celui-ci, ou même c'est encore pire en fait avec le 55 1.2, les anciens objectifs sont majoritairement en métal. Ça veut dire que quand on passe du chaud au froid, on va avoir à ce moment-là une espèce de choc thermique qui va se produire au niveau du métal, etc. Et on pourra avoir de la condensation qui se fait. Donc moi notamment c'est surtout au niveau du transport et de l'utilisation que je fais très gaffe à ça, notamment par exemple quand j'étais shooté dehors et qui gelait par exemple et que je rentre chez moi, mon objectif je le range dans mon sac avant d'arriver chez moi et je m'arrange pour ne pas devoir réouvrir mon sac
avant d'être sûr et certain que l'intérieur a plus ou moins repris une température normale. Comme ça, en fait, la température à l'intérieur du sac remonte graduellement, l'objectif reprend graduellement sa température aussi, ce qui évite d'avoir un moment un point de rosée à l'intérieur de l'objectif et d'éventuellement avoir de la condensation qui se dépose. Pour ça, notamment dans les trucs tout bêtes que je fais, mais si je sais que j'étais shooté dehors, qu'il faisait très froid, avant de rentrer chez moi, je sors mes cartes SD de l'appareil et comme ça je laisse tout mon matériel dans le sac pendant quelques heures, le temps que ça reprenne la température pour éviter tous les problèmes. La plupart du temps, ça n'a aucun impact de le faire ou pas, mais comme ça moi je suis sûr et certain que j'ai pas de soucis. Sinon pour le reste, simplement le stocker dans un environnement sec. Environnement sec et pas exposé en plein soleil pour éviter la détérioration par les UV. Voilà. De temps en temps, un petit passer un coup de chiffon dessus pour enlever les poussières. Voilà, je pense qu'à part ça, il n'y a rien de particulier à faire. Les objectifs vintage tiennent certainement beaucoup mieux que les objectifs modernes, ça c'est une certitude. On passe à la question numéro 25, question de Gilles M. Bonjour et merci, bravo pour vos réactions. Quel bon scanner suggérer pour passer des anciennes diapos films négatifs en numérique, n'ayant pas de solution macro avec un Fuji X-T3, etc. Alors côté scanner, je suis pas le meilleur pour conseiller ça, clairement, parce que je me suis pas vraiment renseigné de ce côté-là. Il y a notamment chez Epson l'Epson V500 qui n'est plus produit, je pense, mais qui est très connu pour ça, un scanner relativement bon marché. Après, tout dépend si on parle de scanner à plat ou de scanner automatisé. Il y en a pour toutes les bourses, c'est-à-dire on peut partir à 200 € et terminer à 5000 € aussi. Il y a vraiment de tout. Pour ce genre de questions-là, moi j'irai voir la chaîne EMGK Photographie ou Clic Argentique ou mince, comment c'est, Nicolas Petit qui a encore changé de nom, Capteur Argentique, qui a l'idée de changer de nom de chaîne aussi, qui en fait eux parlent de photographie argentique et donc de solutions notamment pour le numériser. Je suis clairement pas le meilleur pour y répondre. Moi j'avais proposé une vidéo pour la solution pour le faire avec du matériel photo parce que du coup c'est la solution photo numérique. Maintenant quand il s'agit de numériser avec autre chose qu'un appareil photo, là il vaut peut-être mieux aller voir chez eux, je mettrai les liens dans la description de la vidéo. On passe enfin à la question numéro 26, dernière question de la série, une question de Thibaut Mertens. Bonjour Steve, Photogalerie propose à la location d'un Leica SL2 pendant quelques jours. Ce serait vraiment bien si tu pouvais en profiter de cette occasion pour en faire un test sur ta chaîne. Non. C'est pas une bonne idée, déjà parce que c'est pas Photogalerie qui organise, hein, c'est Leica qui l'organise et avec ses revendeurs officiels dont Photogalerie fait partie et d'ailleurs Photogalerie Bruxelles principalement parce que là il y a un magasin Leica, mais en soi c'est pas une bonne idée parce que globalement c'est avoir l'appareil pendant 24 heures. Je sais pas tester un appareil en 24 heures, clairement pas. Juste faire clic-clac avec, ça m'intéresse pas du tout. En plus de ça, c'est justement l'occasion pour moi, je ne le fasse pas, mais que ceux qui sont intéressés le fassent. Donc si vous voulez tester un Leica SL2 pour l'instant, vous avez la possibilité un petit peu partout, je ne sais pas si c'est en Belgique ou si c'est même plus large que ça, mais en tout cas en Belgique pour l'instant il y a une multitude de revendeurs Leica qui sous la commande de Leica forcément, propose la mise à disposition d'un boîtier Leica SL2 pendant 24 heures, ou éventuellement un peu plus si jamais c'est à cheval sur le week-end, pour pouvoir le tester. Il suffit de faire la demande, de programmer, et puis d'aller chercher le boîtier, de le rapporter le lendemain une fois qu'on l'a utilisé. Donc voilà, c'est typiquement l'occasion, c'est pas à moi de le faire, c'est plutôt à chacun d'aller tester le boîtier, puisque n'importe qui y a accès du coup. Moi si je teste ce boîtier-là, il me le faut minimum pendant 2 semaines. Tester un boîtier en moins de 2 semaines, pour moi, ça ne m'intéresse pas, tout simplement parce que je ne sais pas en faire un retour d'expérience. Le Leica SL2, ce sera sans doute un excellent boîtier. S'il y a bien quelque chose dont j'aurais envie de parler là-dessus, c'est sur l'ergonomie, parce que bon, la qualité des photos, un appareil ou l'autre, honnêtement, la différence, elles sont quand même très minimes. Donc, pour voir l'ergonomie d'un boîtier, il me faut un peu plus que 24 heures pour le faire. Voilà. Donc clairement, je le ferai pas, j'ai pas prévu d'ailleurs de le faire, j'avais déjà vu passer ça, parce que je suis notamment Leica Belgium, etc. Mais je suis pas intéressé par faire une revue sur la chaîne. Si je le fais, ce serait purement pour moi, pour une prise en main. Mais même là, je suis pas très motivé, parce qu'en 24 heures, je sais rien faire, clairement.
Je ne sais pas consacrer déjà 24 heures à juste jouer avec l'appareil. Donc pour moi, ça vaut pas la peine de le faire pour la chaîne, clairement pas. Après, pour quelqu'un qui voudrait tester le boîtier et le prendre en main, c'est clairement une occasion en or parce que là, justement, n'importe qui peut demander d'avoir le boîtier en prêt pendant 24 heures et de pouvoir jouer avec pendant 24 heures. Donc ça, clairement, c'est plutôt à vous, dans ce cas-là, de faire le test de ce côté-là. On a donc terminé maintenant le tour des questions, donc voilà, je vais en rester là pour cette vidéo. J'espère que mes réponses vous auront plu, j'espère que ça vous servira d'avoir répondu à vos questions comme vous l'espériez. N'hésitez pas, si vous avez éventuellement des remarques ou quoi, de les faire dans les commentaires, ils sont là pour ça. Et sinon, moi simplement, je vous dis à la fois prochaine pour une nouvelle vidéo sur Déclic Numérique.